Retrouvons pour cette dernière conférence présentée par Erwan Burel, maître de conférence à l'Université de Besançon, en Franche-Comté, que vous ne pouvez pas voir immédiatement parce que la caméra est toujours dans les nimbes de l'autre monde, je suppose, dans l'inframonde, on ne sait pas très bien où. Ce qui fait que nous vous partageons le PowerPoint, il vous partage le PowerPoint qu'il utilise et vous entendrez sa voix. Voilà, je peux le partager. Merci Christine, merci donc à la PHEC, à son président Alain Joyeux, à l'invitation de Christine Pires à l'organisation de cette journée, qui est sur tous les points remarquable, et les conférences sont vraiment toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci aussi à la Villa Hispanica qui nous accueille toujours d'une manière tellement chaleureuse et agréable qu'on revient presque tous les ans. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du monde, voilà, de la thématique Le Monde à la lumière du théâtre espagnol contemporain, avec l'exemple d'une pièce Reykjavik du dramaturge Juan Mayorga. Juan Mayorga qui est d'ailleurs venu sur ces terres il y a 2 ans, lorsqu'on a fait des journées d'études. Juan Mayorga, donc dramaturge espagnol, né à Madrid en 1965, c'est l'une des plus grandes personnalités du théâtre espagnol contemporain. Il débute sa carrière artistique en 1990, lorsque sa première pièce est publiée. C'est non seulement un dramaturge, mais aussi un grand théoricien du théâtre, un philosophe, un metteur en scène. Philosophe, pourquoi? Puisqu'il est docteur en philosophie, spécialiste de la pensée de Walter Benjamin, et il est également diplômé de mathématiques. Il est récemment entré à la Real Academia Española, l'Académie royale espagnole, en 2019. C'est un auteur multifacético. Il enseigne aussi, il a été professeur de philosophie et de dramaturgie à la RESAD, Real Escuela Superior de Arte Dramático, qui est l'équivalent, si vous voulez, de notre conservatoire d'art dramatique en France. Oui. Alors, non, c'était la diapo d'avant. Voilà, c'est bon. Auteur aux multiples facettes, puisqu'il dirige aussi plusieurs séminaires au sein de l'Institut de philosophie du CSIC, donc le Consejo Superior de Investigaciones Científicas, l'équivalent de notre CNRS, avec un séminaire notamment intitulé Mémoire et pensée dans le théâtre contemporain. Il dirige un master de création théâtrale à l'Université Carlos III de Madrid. Et il vient tout récemment d'être nommé directeur artistique de l'un des plus grands théâtres de la capitale, El Teatro de la Abadía. Il a reçu également de nombreux prix, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns qui sont significatifs. Le prix Europe Nouvelle Réalité Théâtrale en 2016, le prix national de théâtre en 2007, le prix national de littérature dramatique en 2013 et tout récemment, le prix Princesse des Asturies des Lettres en 2022. Donc, le thème de Culture Générale 2023 est le monde. Donc voilà, les étudiants vont devoir disserter en culture générale, c'est-à-dire puiser dans une culture littéraire, philosophique, mais aussi artistique, scientifique, politique, historique, etc. Et donc, j'ai eu envie de vous parler de cette pièce, Reykjavik, de vous donner quelques clés de compréhension et d'interprétation d'une œuvre qui est véritablement exploitable dans la perspective du thème de ces PGE. Alors, j'ai mis dans la diapo le résumé de l'argumentaire qui dit, et que j'ai traduit en français, et qui vous dit « Vous les avez vus dans un coin du parc, ces hommes unis et séparés par un échiquier. Ils ont l'air, oui, de jouer aux échecs, mais si vous vous approchez, vous découvrirez peut-être qu'ils jouent à autre chose. Peut-être qu'ils jouent à Reykjavik. Reykjavik est une pièce sur les échecs. Cet art qui, comme la vie même, est basé sur la mémoire et l'imagination. C'est une pièce sur la guerre froide, et c'est une pièce sur des hommes qui vivent la vie d'autres hommes. Il s'agit peut-être aussi d'une pièce sur vous, mais si vous décidez de jouer, ne nous dites pas qui vous êtes. Nous ne vous croirons pas. Diapo suivante. On va la passer aussi parce que c'est la petite bande-annonce. Vous pouvez la voir sur Internet. Une vidéo après, à la fin. Et je ne voudrais pas dépasser le temps. Donc, rapidement, la situation dramatique initiale de la pièce. Un parc, une table de jeu d'échecs, 2 joueurs. Un troisième personnage, el muchacho, le jeune homme, qui est spectateur de la partie d'échecs qui va être jouée entre les 2 personnages principaux et qui est une sorte de double fictif du public.
Donc, ces deux joueurs sont assez particuliers. L'un se fait appeler Waterloo, l'autre Baylen. Ce sont des joueurs qui ont pris le nom de défaite napoléonienne. Alors, on est en droit de se demander, est-ce que ce sont deux fous qui se prendraient pour Napoléon et qui rejoueraient l'histoire avec un grand H? On va voir plutôt que ce sont deux grands rêveurs qui rejouent un autre épisode de l'histoire, celui correspondant à la partie d'échecs du championnat mondial qui a opposé durant l'été 1972 l'Américain Bobby Fischer et le Russe Boris Spassky. Opposition qui, vous le savez, a été symbolique mais très sérieuse entre les deux puissances mondiales de l'époque dans le contexte que tout le monde connaît de la guerre froide. Donc, face aux jeunes garçons, face au public également, va avoir lieu cette partie d'échecs mythique qui s'était déroulée à Reykjavik, capitale islandaise à mi-chemin entre Washington et Moscou. Et sur la scène, donc, vous allez assister, le jeune garçon et le public vont assister à une espèce de déploiement non seulement des figures de Fischer et Spassky, mais de tout un ensemble de personnages secondaires et de faits historiques qui entourent les deux joueurs. Ce qui est très intéressant, c'est que le dispositif est le suivant. Ce déploiement est virtuel. Il est virtuel et il transite par les deux personnages principaux, par les deux acteurs sur la scène. Waterloo joue Fischer, mais il joue aussi à certains moments l'arbitre qui a présidé la partie. Parfois, il joue Nikolai Gropius, joueur d'échecs russe et entraîneur de Spassky, ainsi que de nombreux autres personnages. Baylen également joue Spassky, mais il va aussi jouer à certains moments le prêtre Lombardi, qui a été l'entraîneur de Fischer, ou encore la mère de Fischer. Il va jouer son psychiatre, il va jouer Kissinger et toute une série d'autres personnages. Il arrive même qu'à certains moments, Waterloo et Baylen échangent brièvement de personnage principal. Waterloo se met à jouer Spassky et Baylen se met à jouer Fischer. Donc, face aux jeunes garçons, au public, vous avez ainsi toute une multitude de personnages et de situations qui sont dessinés comme ça virtuellement par le jeu des acteurs. Cette multiplication de masques entraîne sur la scène une convergence très intéressante de différents espaces-temps, des espaces-temps qui deviennent, entre guillemets, visibles par le jeu des acteurs. Il s'agit donc d'une mosaïque de personnages et de situations qui se dessinent virtuellement sous nos yeux et qui active notre imagination en tant que spectateur. Et donc, cette virtualité des personnages et des situations implique forcément une grande virtuosité dans le jeu des acteurs. Et dans la diapositive, je vous ai mis le lien vers la captation de la représentation en espagnol qui est disponible sur Teatroteca. Il suffit d'ouvrir un compte gratuitement et vous avez la captation d'un très grand nombre de pièces du répertoire classique mais contemporain espagnols qui sont diffusés gratuitement. Alors, théâtralité elliptique. Juan Mayorga a une maîtrise évidemment certaine de la théâtralité. Quand je dis théâtralité, j'entends ce fil invisible entre scène et salle, cette énergie qui est insufflée entre la scène et la salle, entre la représentation et les spectateurs. Et Juan Mayorga, dans son théâtre, fait tout pour que le spectateur participe activement, mais dans un sens mental, face à ce qui est représenté. Cette pièce notamment superpose les temporalités, déconstruit le temps avec plusieurs ellipses, analepses, prolepses, etc. Il y a des effets de rupture qui affectent non seulement le temps, mais aussi l'espace et l'action. Plusieurs ruptures, des silences, des omissions qui finalement invitent le spectateur à réélaborer, en même temps que se déroule la représentation, réélaborer la fiction théâtrale, l'histoire, avec un petit H dans le sens de fiction théâtrale, mais aussi, on le verra, l'histoire avec un grand H. La théâtralité chez Mayorga surgit donc grâce à une fiction qui fait éclater les composantes traditionnelles que sont le temps, l'espace et l'action. Alors, cette idée de théâtralité elliptique, je l'ai forgée à partir des écrits théoriques aussi de Juan Mayorga. La théâtralité elliptique dans le sens de l'ellipse, la figure rhétorique de l'ellipse, mais aussi dans le sens de l'ellipse en tant que figure géométrique. Juan Mayorga, donc docteur en philosophie qui est spécialiste de Walter Benjamin, récupère ce concept de l'ellipse géométrique dans un texte de Benjamin qui lui-même commente l'œuvre de Kafka,
Benjamin dit de l'œuvre de Kafka qu'elle est une sorte d'ellipse entre l'expérience mystique, hein, qui est celle de la tradition, pour le dire de manière très schématique, synthétique, et l'expérience de la modernité. Donc finalement, cette ellipse géométrique, elle nous amène à un concept, enfin à reformuler l'idée dans le sens où on est face à une image dialectique, hein, qui permet, au théâtre, hein, chez Mayolga en tout cas, qui permet l'association inédite de deux ou plusieurs objets distincts. Et donc, cette association inédite, elle est porteuse de sens et de tension. La dynamique elliptique dans la pièce de Frank Mayorga, elle nous vient, comme on a déjà commencé à le suggérer, de cette grande virtualité du dispositif et de ce phénomène de convergence des espaces, des temps, des actions, qui met en regard finalement plusieurs strates de la fiction théâtrale qui nous est donnée à voir. Et c'est ainsi que, c'est de cette manière en tout cas que le théâtre chez Mayorga offre une perspective particulière sur le monde et invite le spectateur à entrer dans cette perspective afin d'aiguiser non seulement son imagination, mais aussi son sens critique. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait toute la richesse et la complexité, hein, de l'œuvre de Frank Mayorga. Nous ne sommes pas seulement face aux deux joueurs, mais aussi face aux deux hommes, hein, pris dans l'histoire, pris dans la tourmente de l'histoire. Et également, nous n'assistons pas seulement à leur combat, à leur opposition, mais nous décelons, nous voyons aussi tout ce qui peut les rapprocher. Et c'est ce qui rend la pièce encore plus intéressante. La pièce, en effet, met en scène l'avant, le pendant et l'après Reykjavik. L'avant, c'est-à-dire tout le parcours de Fischer et Spassky, leur formation, la construction de leur personnalité, leur ascension aussi dans l'univers, hein, des échecs. Le pendant, c'est-à-dire la partie d'échecs qui a eu lieu en juillet 72, ainsi que toutes les coulisses du match, hein, qui a tenu le monde en haleine à l'époque, et l'après, c'est-à-dire le devenir de ces deux hommes une fois le match terminé. La pièce nous donne ainsi à voir les enjeux politiques et stratégiques autour de cette partie d'échecs. Hein. Il s'agit non seulement de l'affrontement entre deux joueurs, mais aussi et surtout entre deux visions du monde, deux idéologies, le capitalisme et le communisme. Et donc, à travers la fiction théâtrale, on peut apprécier la manière dont le monde de l'époque, hein, largement dominé par la logique d'opposition et de compétition entre l'URSS et les États-Unis, s'est emparé de cette partie d'échecs pour y projeter ses peurs, mais aussi ses ambitions. Et bien que Mayorga construise une fiction théâtrale, il puise dans une réalité qu'il déforme finalement assez peu. On retrouve dans sa pièce plusieurs éléments et situations qui sont, entre guillemets, conformes à ce qui s'est réellement passé. Notamment si on regarde du côté de toutes les tractations avant le match. Hein. On sait qu'il y a eu de très longues négociations et que Bobby Fischer a fait connaître des exigences invraisemblables pour pouvoir se rendre en Islande et affronter Spassky. Hein. D'ailleurs, Fischer était absent lors de la cérémonie d'ouverture à Reykjavik. Hein. Il ne voulait pas se rendre en Islande et formuler comme ça toute une série de demandes excessives. Il a par conséquent reçu un appel de Henry Kissinger l'exhortant à participer. Il a reçu aussi un appel d'un millionnaire britannique, Bruce Slater, qui était amateur de jeux d'échecs et mécène de tournois, qui lui promettait de doubler la mise, hein, pour qu'il vienne jouer en Islande. Donc Fischer finalement se rend en Islande, mais lors du tirage au sort le 4 juillet, il ne vient pas. Il envoie son entraîneur, hein, le père Lombardi, ce qui crée quand même une grosse polémique et un petit scandale diplomatique, et il est quand même obligé de rédiger une lettre d'excuse avant que le match ne puisse commencer. Alors les États-Unis vont rédiger une lettre d'excuse tout à fait, intelligente au niveau de la formulation pour pas non plus s'excuser véritablement. Enfin bref, vous voyez bien le jeu, hein, le jeu de pouvoir entre les deux puissances. Mais il y a d'autres choses, hein, qui sont tout à fait invraisemblables. Fischer vient inspecter les lieux, approuve la chaise pivotante qu'il a reçue de New York pour jouer à Reykjavik, mais rejette tout le reste. Hein. La table ne lui convient pas, les caméras sont trop proches, l'échiquier, et il veut un échiquier dont les cases seraient moins contrastées.
il veut faire supprimer les premiers rangs des spectateurs, il veut faire modifier l'éclairage, etc. Et les soviétiques ont capitulé devant presque toutes ces demandes afin que le match ait lieu. Pourquoi? Parce que les soviétiques voulaient continuer à asseoir leur domination via le jeu des échecs et voulaient absolument que le match ait lieu, tout simplement. À l'époque, Staline avait fait des échecs bien avant, une arme idéologique dans la guerre culturelle contre le monde capitaliste. Depuis 1947, le champion du monde était soviétique. Et donc, il fallait maintenir cette prééminence. Les échecs, à ce moment-là, sont devenus le symbole de la suprématie intellectuelle et stratégique de l'URSS face aux États-Unis. On est au cœur de la guerre froide, évidemment, où les affrontements sont devenus immobiles, où il n'y a plus d'héros ni de bataille. Et Reykjavik va devenir à ce moment-là, finalement, cette bataille. Et Fischer et Spassky vont devenir finalement ces héros. On est dans un contexte de coexistence pacifique où il faut trouver d'autres moyens que ceux de l'affrontement direct, donc l'affrontement sportif, culturel, les échecs, l'affrontement technologique, la conquête de l'espace, la course aux armements, etc. C'est ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. En 1972, un contexte aussi particulier pour les États-Unis, puisqu'on a vécu toute cette série de bouleversements dans les années 60, les droits des femmes, les droits des minorités ethniques, la déségrégation, mais aussi ce conflit qui dure, la guerre du Vietnam, et qui fait vaciller finalement la puissance américaine au niveau financier, militaire, au niveau social également. Il y a des affrontements internes. Donc, à ce moment-là, Reykjavik va être mis en scène et prendre des significations finalement beaucoup plus grandes que ce qui était prévu. À Reykjavik, à l'époque, on y projette toute la symbolique de l'affrontement Est-Ouest dans son ensemble. Donc, ce sont des joueurs que tout oppose, qui sont pris dans la tourmente de l'histoire, mais qui finalement se rejoignent aussi dans leur grande solitude face aux événements. Et c'est cela que Juan Mayorga va dramatiser aussi dans sa pièce. Que tout oppose, pourquoi? Parce que Fischer, l'Américain, il est asocial, il est inculte, anticommuniste, misogyne. C'est un antisémite, bien qu'il soit juif. C'est quelqu'un de sûr de son talent, qui ne pense qu'aux échecs et qui est paranoïaque aussi, qui souffre d'une véritable paranoïa. Il a un père absent, sa mère a une vie très complexe, elle est surveillée par le FBI. C'est un grand solitaire, Fischer. Spassky, au contraire, est le pur produit de son système, le système soviétique, bien que ce soit quand même un personnage en décalage et voire parfois un peu critique avec la pensée soviétique unique. Mais Spassky, contrairement à Fischer, est une personnalité respectée dans son pays, aimée, quand même surveillée par les services de renseignement russes, mais c'est quelqu'un de calme, qui fait montre d'une grande maîtrise de soi. C'est un intellectuel, c'est une personne raisonnable. Donc on voit ici tout le contraste entre les deux personnages qui, évidemment, pour un dramaturge, est du pain béni. Spassky aussi est très entouré. Lors de la partie, il est entouré de plusieurs grands maîtres soviétiques des échecs qui étaient là pour le préparer. Il est aussi surveillé par le KGB. Fischer, au contraire, était seul avec le père Lombardi. Et Fischer s'était fait transcrire la totalité des parties de Spassky qu'il étudiait seul dans sa chambre d'hôtel sans relâche avant les manches, les différentes manches de cette partie d'échecs. Alors, et tout ça, donc, tous ces éléments-là, Mayorga les récupère et les dramatise, les met en scène. Bon, on va aller très vite, mais Fischer, vous savez, perd la première manche, ne se présente pas à la deuxième manche. Il demande à jouer dans une petite arrière-salle silencieuse, il demande à changer d'espace. Les Soviétiques, évidemment, sont contre, mais Spassky accepte malgré la pression de son camp. Spassky perd alors la troisième manche. Et à ce moment-là, Fischer va reprendre la main et va dominer pendant plusieurs manches successives. Tu peux passer, voilà. Donc, c'est à ce moment que le match va commencer à dominer tous les titres des journaux du monde entier. Lors de la cinquième manche, Spassky commet une erreur fatale. Lors de la sixième, on revient à une égalité. Et Fischer va ouvrir de manière différente par rapport à la tradition de son jeu, on va dire. Il va ouvrir avec ce que les spécialistes d'échecs appellent le gambit dame. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est une sorte d'ouverture un peu moins spectaculaire, je crois, que ce que n'avait l'habitude de faire Fischer.
déstabilisation de son adversaire. Donc, il y a toute une dimension psychologique qui est très intéressante aussi. Spassky perd, mais se lève et applaudit son adversaire. Bon, vous imaginez bien qu'en contexte de guerre froide, c'est quand même un geste qui est très intéressant à étudier et qui en dit long aussi sur la manière dont ces joueurs d'échecs sont pris dans une sorte de mainmise politique de la part de leur état respectif. Non, Fischer prend l'avantage, enchaîne les victoires. Spassky commence à montrer des signes d'épuisement physique. Il va perdre jusqu'à la 13e et dernière manche, donc il va perdre le match. Moscou, d'ailleurs, dans les dernières manches, va envoyer 2 psychiatres incognito pour essayer de déceler chez Spassky des signes d'effondrement psychologique. Ils vont dire que non. Et ça va être l'excuse, si vous voulez, pour que les Soviétiques commencent à accuser les Américains d'avoir mis Spassky sur écoute afin d'espionner les séances d'analyse et de préparation. Les Soviétiques vont demander à faire analyser les chaises, l'éclairage, etc. On va découvrir 2 mouches mortes dans l'éclairage. Et cette anecdote croustillante est reprise dans la pièce de Juan Mayorga, évidemment, mais nous en dit long sur le climat de défiance mutuelle de l'époque. Voilà, assez extraordinaire. Alors, la pièce dramatise également l'après le match. Spassky est battu par Fischer. Il rentre en URSS un peu la queue entre les jambes. Il est désormais en disgrâce. Et les Soviétiques vont trouver un nouveau challenger, Anatoly Karpov, qui, cette fois-ci, est un bon idéologue communiste, contrairement à Spassky, qui était quand même un peu en décalage par rapport à la pensée unique soviétique. Fischer, lui, va vivre une vie digne d'un roman. Il va être exilé, il va aller en prison, sa paranoïa va grandir, il va vivre dans la clandestinité, etc. Ils vont rejouer un match, tous les deux, Fischer et Spassky, en 92 à Belgrade. Ça va faire un incident diplomatique, etc. Fischer va devoir terminer sa vie en exil en Islande, où il reçoit l'asile politique et il va mourir en Islande. Je vous invite à chercher sur Internet toutes ces péripéties de la vie Fischer qui sont vraiment extraordinaires. Alors, pour en revenir au théâtre, dans Razón del Teatro, Mayorga nous parle, puisque Mayorga, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui théorise beaucoup aussi sur le fait théâtral, parle de scène essentielle, celle de Caïn et Abel. Il nous dit la situation essentielle sur une scène est celle de Caïn et Abel, mais c'est une situation, bon, c'est ma traduction qui n'est pas forcément bonne, c'est une situation qui contemple aussi la possibilité que Caïn puisse prendre soin d'Abel. Donc, ce qui intéresse finalement Mayorga au théâtre, c'est cette frontière toujours instable et mouvante entre hostilité et fraternité, entre inimitié et amitié, entre répulsion et attraction. On est bien dans ce schéma elliptique, dialectique, comme on parlait un peu précédemment. Ces 2 hommes que tout oppose, Fischer et Spassky, ne se ressemblent-ils pas profondément malgré leur confrontation? Ne sont-ils pas en même temps des frères acculés par des logiques de pouvoir similaires et par une histoire qui s'impose violemment à eux? C'est en tout cas l'interprétation que je fais de la théâtralité elliptique dans cette pièce. Cette pièce a, à mon avis, une visée critique envers l'histoire qui s'impose de manière implacable aux individus. On rejoint ici, en réalité, les thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin, que Juan Mayorga connaît sur le bout des doigts, et le nécessaire, comme le disait Benjamin, brossage de l'histoire à rebrousse-poil, ce changement de perspective dans l'écriture de l'histoire prôné par ce penseur judéo-allemand dans l'essai qui s'intitule donc « Les thèses sur le concept d'histoire ». Je vous ai mis en image le titre de la thèse de Juan Mayorga. Alors, c'est la publication de sa thèse, donc c'est une version un peu remaniée, donc révolution conservatrice et conservation révolutionnaire, politique et mémoire chez Walter Benjamin. Alors, si on doit l'expliquer, pour le dire très rapidement, Benjamin voit dans le cours de l'histoire, qui est selon lui le cours tracé par les puissants, les dominants, la possibilité d'ouvrir une brèche et de proposer un autre type d'histoire, une histoire non linéaire et émancipée cette fois-ci de la domination des puissants. Et si je vous parle de tout cela, c'est parce que la fin de la pièce est très significative à ce sujet. Le jeune garçon, à la fin de la pièce, propose une variante
Bon, on est aussi dans cette image des échecs. Hein. Une partie d'échec a une possibilité de variante possible, une très grande possibilité de variante possible. Le jeune garçon propose une variante à tout ce qui vient d'être représenté sur la scène par Waterloo et Bailey. Il nous dit, alors c'est le fruit de ma traduction aussi, garçon, j'ai une variante, silence, Waterloo, vas-y Leipzig, Bailey, Leipzig, il vient d'arriver, pour qui il se prend, garçon. La nuit avant de me rendre, je vais sur la terrasse avec à la main crime et châtiment. Je lève les yeux en voyant quelqu'un marcher sur la rive. Je ne distingue pas son visage, mais je reconnais sa façon de marcher. Moi aussi, je le vois, lui, me regardant depuis la terrasse. Nous marchons sur la rive jusqu'à nous rencontrer. Nous marchons ensemble, guidés par le bruit des vagues. Sur la falaise, nous traçons un échiquier avec du goudron. Entourés par des vents furieux et de gigantesques vagues, nous jouons la partie de nos vies. Silence. Waterloo donne son livre au garçon. Il prend congé de Bailen et s'éloigne jusqu'à disparaître. Leipzig et Bailen représentent le froid, la pluie, le vent de Reykjavik. En proposant cette variante, le garçon non seulement acquiert son nom de bataille, Leipzig, mais rompt également avec le cours, la représentation de l'histoire. Sa réplique, pleine de poésie et qui clôture la pièce, est une alternative qui nous suggère que les deux joueurs se retrouvent finalement libres de toute imposition de la part du pouvoir. C'est une alternative poétique qui élimine le poids de l'histoire. L'ellipse, ici, consiste donc peut-être à proposer une alternative dans la manière de penser le communisme et le capitalisme, c'est-à-dire appréhender chacune de ces sphères idéologiques à la lumière de l'autre, condamner toute vision unilatérale du monde pour que la tension dramatique, qui est ici aussi tension idéologique, se transforme en dialectique de la pensée. Mais cette variante, Juan Mayorga nous enseigne aussi que Juan Mayorga nous enseigne aussi que le théâtre est un art des possibles. La pièce nous suggère à la fin la possibilité d'un monde autre que celui dessiné par l'affrontement des deux grandes puissances. Elle file également la métaphore tellement évidente que nous l'avons tue depuis le début du grand théâtre du monde. En effet, que ne font pas ces deux hommes en s'autonomant Waterloo et Bailen et en rejouant la partie entre Fischer et Spassky, si ce n'est s'inventer une autre vie? Et donc, à ce sujet, il y a un texte théorique très intéressant de Juan Mayorga dans ce Razón del Teatro, dans cette Razón del Teatro. Il nous dit, c'est le fruit également de ma traduction, comme dans un songe, c'est bien là la façon de voir au théâtre. Mais y a-t-il une autre façon de voir que de voir en rêvant? Tous les jours, Calderón nous fait nous poser la question. Benjamin avait compris de lui la chose la plus fondamentale. Le songe n'est pas pour lui opposé à l'état de veille, mais bien une sphère qui enveloppe notre monde. Le théâtre enveloppe le monde. Nous sommes entourés par des mondes de fiction visiblement plus solides que le monde habité par nos corps. Nous sommes aussi des êtres fictifs. Le théâtre devrait nous aider à reconnaître les fictions qui nous entourent et à en construire de nouvelles. L'auteur de La vie est un songe est aussi l'auteur du grand théâtre du monde. Ce sont les pages d'un diptyque sur la liberté, car le thème du Théâtre Mundi est finalement le thème de la liberté. La question, en effet, est la suivante. Ai-je choisi mon personnage ou me l'a-t-on imposé? Autrement dit, qui écrit mes paroles? Qui a écrit les paroles que je suis en train de prononcer? Et en conclusion, cette fois-ci, une petite vidéo. On va laisser la parole au dramaturge qui rencontre un grand joueur d'échecs espagnol qui a vu la représentation de la pièce. Et donc, on va pouvoir... Fischer y Spassky fueron los protagonistas de la que probablemente fue la partida de ajedrez más importante del siglo XX. 1972, Estados Unidos contra la Unión Soviética, la Guerra Fría en uno de sus peores momentos y un tablero para jugárselo todo. Con estos mimbres, Juan Mayorga teje Reykjavik, una partida al límite a la que también hemos invitado a Leoncho García, el divulgador del ajedrez más importante de nuestro país. Reykjavik habla del juego de la vida, de victorias y derrotas. Cuenta cómo dos tipos se encuentran para jugar a ser Fischer y Spassky. Disputan una guerra sin sangre frente a un tablero de ajedrez. Un combate que enfrenta a dos mundos. Como la cosa va de encuentros, nosotros hemos propiciado para hablar de vida, teatro y ajedrez. Hola, Leoncho. ¿Qué tal, Juan? Es un placer jugar esta partida dialogante contigo. Bueno, Le PowerPoint, la vidéo est dans le PowerPoint, donc vous aurez accès à cette vidéo sans problème. Voilà, c'était la rencontre entre Juan Mayorga
et un joueur d'échecs qui est connu aussi pour vulgariser un peu ce sport. Hein. Et donc, il parle de la représentation, de ce que ça signifie pour ce joueur d'échecs. Et en tout cas, ce qu'il souligne, c'est… Alors moi, j'ai vu la représentation jouée au Centre dramatique national de Madrid en 2015. C'est une pièce vraiment extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le jeu des acteurs qui, sur scène, vont jouer une dizaine de personnages différents. Et donc là, on voit évidemment que le théâtre repose vraiment sur la capacité du jeu d'acteur. Et c'était, voilà, avec une scène très épurée, hein, et avec peu de choses, peu d'éléments de scénographie, peu d'acteurs, ils ne sont que 3 sur scène, on dit tout un monde. Et voilà, et j'ai du coup trouvé une formule pour terminer. Merci. Eh bien, chers collègues, chers étudiants, je pense que nous arrivons à la fin de cette journée qui a été riche, diversifiée. J'espère que vous y avez trouvé quelque intérêt. Je pense qu'on a abordé plusieurs champs de cette thématique avec des regards différents, obliques, parfois plus directs, abstraits, concrets. Mais en tous les cas, nous avons eu beaucoup de plaisir en tant que participants à vivre cette journée d'hybridation qui nous semble vraiment, comme je le disais ce matin, aller dans le sens de l'esprit et du sens de ce que nous faisons en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous ne sommes pas là simplement pour préparer des concours, mais nous donnons à nos étudiants, à travers le croisement entre nos disciplines, à travers la conciliance, au fond, des clés de compréhension, de lecture du monde, de lecture des œuvres d'art qui ne pourront que les enrichir. Donc, merci à tous. Alors, je vais faire aussi un petit mot de conclusion. Mais avant de remercier, ce que j'ai pour habitude, c'est toujours de faire une petite synthèse de la journée, donc avec peut-être les mots-clés qui pourraient être utiles ou les expressions des différentes interventions toute la journée. Alors, on est parti bien sûr du monde, on a parlé du ciel de la Terre, du cosmos, microcosme, macrocosme, mondialisation, territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation de cartes, ce qui a débouché sur des notions proches de la division, du partage, de la dispersion, mais qui s'opposaient ou qui étaient complétées par l'union, la concentration, l'échec, l'échiquier du monde, on a dit. Deuxième grande idée, en essayant de hiérarchiser aussi, c'était tout ce premier constat amène à des idées de passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, donc l'éternité, l'inframonde, l'idée de frontières, de voyage, de migration, ce qui a mis en évidence deux grandes notions qui sont intervenues très régulièrement, espace et temps. Espace et temps, donc liés au monde. Et dès qu'on parle d'espace et de temps, très rapidement est arrivé le corps. Donc, le corps et identité. Il y a donc eu tout de suite un questionnement qui s'est posé à travers identité d'un nouveau monde ou d'un ancien monde. Quels sont ces mondes-là? Pour déboucher directement sur peut-être des propositions dès le départ, dès ce matin, à savoir ce nouveau monde serait-il un monde de l'imaginaire, du songe, du rêve, de l'utopie, atopos, sans lieu vraiment, ou alors des constellations, des planètes. Tout le monde doit s'y retrouver un petit peu. J'ai fait cette constellation, des planètes, des religions, des croyances. Ou alors, est-ce que la véritable révélation ne se retrouverait pas dans des vrais mondes qui seraient finalement des vrais mondes de fiction, ce qui est paradoxal, bien sûr, à travers les arts, art des possibles, monde des possibles, la peinture, la sculpture, la littérature, le théâtre, la philosophie, mais toujours, et c'est vraiment aussi un des fils conducteurs, à travers des miroirs ou des regards obliques, biaisés et déformants. Voilà. Tu viens de donner plein d'idées. Plein d'idées, j'espère, pour tout le monde. De pistes, de dissertations, de sujets pour les collègues. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.
Merci à la PHEC d'avoir choisi pour la deuxième fois, peut-être la troisième fois, les années suivantes. On verra bien avec d'autres, avec les mêmes collègues, parce qu'on commence à créer des liens, mais d'autres collègues aussi, ça peut très bien s'ouvrir à d'autres langues, à d'autres. Il y a eu géopolitique cette année, nouveau. Donc, ajouter l'économie à un moment donné. Et il y avait la philosophie, donc très présente, la littérature, latin, grec aussi, les langues anciennes, ça c'est bien, les langues aussi. Donc ce serait bien d'ouvrir. Ça serait très très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.